Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech numéro 220. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est incroyable ce qu'il se passe, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Steven Latou de la chaîne. Là, ça pique, hein, est-ce que c'est l'origine 73 Steven, évidemment. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Voilà, Salut donc Guillaume et puis tous ceux qui sont déjà là de bon matin. eh ben ouais, bon bah, moi je suis grave content, hein, Steven, j'étais là, vas-y viens, ça va être chouette. Ouais, ça fait un moment qu'on veut se le faire. Exactement, C'est bon. donc évidemment Samuel qui a balancé le lien de ta chaîne YouTube, hein, je pense que vous connaissez tous Steven, voilà, les jailbreak iOS, ah pardon on n'est pas en 2015, C'est ça, ouais. non beaucoup de choses photos, donc on va Ouais. avoir Steven avec nous pour l'émission, donc ça c'est trop cool. Donc aujourd'hui le mug numéro 220, on est le 15 octobre 2020 et c'est parti. C'est le moment où il y a le générique, mais on te voit pas. Voilà. Et donc, nous revoilà pour ce mug. Alors, il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, je me rends compte, on voit le curseur de ma souris si je laisse la souris à droite. Donc, Ah ouais. attends, regarde, je vais te mettre la souris sur le pif. Voilà, c'est incroyable. Tu es très content d'être venu, hein. Je sens dans ton sourire que il esquive exactement. Est-ce que, alors, avant de commencer, les gens, dites-nous si on est bien, si tout va bien au niveau du son. C'est pas impossible que mon son soit un peu plus fort que celui de Steven. Donc, vas-y, Steven, parle un tout petit peu. Ouais, dites-nous un petit peu comment ça se comporte. Voilà, dites-nous si on est Si à vous peu m'entendez bien, si vous entendez bien Guillaume et que nos voix se marchent pas trop dessus, dites-nous tout ça. exactement, parce que moi, comme j'enregistre depuis mon micro en live chez moi, normalement, il y a des gens qui disent 6 sur 5, mais vous êtes tellement adorable, c'est merveilleux. Peut-être l'augmenter de 10%. Mais en fait, je vais faire pas la même chose, je vais baisser mon son un petit Ouais, peu parce plus qu'il tôt. faut le dire, ouais. Ouais, parce que moi, en fait, mon son est déjà plutôt fort. Voilà, Steven un peu plus bas. Il me semblait bien que tu serais un petit peu plus bas, ce qui est rigolo, parce que dans la vie, c'est l'inverse, hein. Parce que je suis plus petit que Steven. Bref, Ouais, voilà. Donc on va attaquer, mesdames et messieurs. Steven ne connaît pas les news, donc tu vas les découvrir. C'est vrai Non, que je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pu te les envoyer un peu, mais d'un autre oui, côté, bah, non, mais ça va, on va se débrouiller, hein. mais oui, on va se débrouiller. Donc, Steven, on va commencer avec une première news intelligence artificielle. Un robot canadien, donc un robot, enfin voilà, un algorithme, hein, qui Ouais. prédit le résultat de la présidentielle aux États-Unis. Donc, c'est une intelligence artificielle qui avait prédit avec précision l'issue du vote sur le Brexit, sur la présidentielle américaine de 2016 et le résultat des élections fédérales de l'année dernière du Canada. OK. Donc, Ouais, d'accord, ouais, c'est le Paul Le Poulpe canadien, quoi. c'est un peu ça, ouais. C'est un peu comment ça s'appelle déjà? Akhenator? Comment c'est? Akinator, ouais. Dis-moi qui va gagner Ouais. l'élection de cette année. Bref, donc c'est un système qui s'appelle Polly, système d'intelligence artificielle qui a été conçu au Canada, qui fait des prédictions sur des élections, peu importe le type d'élection. Comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? Ça se base en fait tout simplement sur, je pense que vous l'aurez un petit peu deviné, sur Twitter et sur les réseaux sociaux en règle générale, mais principalement Twitter, avec un algo, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, qui arrive à compenser le fait que sur Twitter, tu n'as pas un échantillon représentatif, hein, de la population, Ouais. parce que tu n'as pas Madame Michu qui connaît que Facebook, mais ils arrivent un peu à compenser le truc, enfin ils ont réussi à faire vraiment une IA assez intelligente là-dessus. OK, ouais. Il y a quand même une sacrée marge d'erreur. Et en fait, cette marge d'erreur, si tu veux, elle se précise au fur et à mesure que les élections arrivent. Voilà. OK, ouais. Donc par exemple, mercredi après-midi, donc hier après-midi, Polly accordé, donc par rapport aux élections américaines, 346 votes du collège électoral au candidat démocrate Joe Biden contre 192 au républicain Donald Trump. Et en gros, 55% du vote populaire, enfin elle estime que 55% du vote populaire, donc j'imagine, enfin de la population quoi, va vers Joe Biden et 45% à Donald Trump. Ça ne veut pas dire, OK, ouais. attention, que Biden va gagner ou quoi que ce soit, Ce sera le résultat, ouais, non. mais que
elle estime que la population américaine voterait plutôt à 55% en faveur de Joe Biden plutôt que Donald Trump. C'est pas Jérôme le jeudi normalement. Non, 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 non. C'est moi, c'est toujours moi le jeudi. Voilà. Il faudrait penser peut-être. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas lancé, évidemment, nous sommes dans un kawa partagé avec Steven. C'est vrai que j'ai pas lancé le générique. On le lance tout de suite, comme ça, voilà, on respecte les choses. C'est vrai. Excusez-moi, c'est avoir un invité aussi incroyable, c'est voilà. C'est normal. Bah oui, C'est pas le premier. exactement. Merci Gadara, 3 pattes de ton petit message, ça fait plaisir. Elle a 50% de chance de tomber juste, rien d'affolant. Je comprends pas ton message, Oleg Impec. Bah, vu qu'ils sont que deux, Oui. t'as une chance sur deux d'avoir raison, en gros. C'est ça Ouais, qui mais veut t'as dire, une je chance pense. sur deux si tu dis l'un gagne ou l'autre perd, mais si tu donnes des pourcentages Les précis, c'est pourcentages, ouais. ouais, voilà, c'est pas forcément une chance sur deux. Donc il y a un reportage qui s'appelle Margin of Error, j'aime bien le nom du reportage, je le trouve assez cool, qui a suivi l'équipe des personnes qui développent cet algorithme, qui a suivi en fait, surtout quand ils ont prévu l'issue des élections fédérales canadiennes de 2019. Et c'est assez bluffant parce que l'IA avait donné 155 sièges aux libéraux et 118 aux conservateurs, et le résultat réel était 157 et 121. Donc en gros, 155 estimés et 157 réels, et 118 estimés, 121 réels. Ouais, donc il est quand même très proche, ouais. C'est quand même une prédiction qui est vachement... Biden, on dit... Ah oui, on dit Biden. Oh là là, je me fais reprendre. T'as dit Biden? Ouais, j'ai dit Biden, oui, c'est vrai que j'ai le bon français. Ah ouais, la France, hein. Exactement, la France, monsieur, la France. Donc voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu. Je sais pas comment ça va évoluer dans le futur, parce que ce qu'ils expliquent dans l'article, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils disent que les jeunes, entre guillemets, Ouais. répondent de moins en moins aux sondages, parce que ça les agace et qu'ils sont voilà, pas fans de Ouais, ça. ils ont peut-être pas forcément confiance non plus, ouais. Ouais, donc comme quoi, est-ce que c'est l'IA qui va devenir les nouveaux sondages IFOP? On Bah, verra. ce sera peut-être sur, ouais, sur un panel un petit peu plus grand que nos sondages, classiques dont on a l'habitude depuis longtemps. C'est ça, C'est hein. peut-être aussi intéressant de ce côté-là, ouais. Ouais, je pense que le fait d'avoir les deux, ça va donner des précisions encore plus précises, malgré le fait qu'on puisse effectivement critiquer d'anticiper les résultats aux élections, parce que ça a tendance à influencer aussi beaucoup, Bah, ouais. notamment dans notre système électoral qui n'est pas parfait, et quand tu sais que tu as quelqu'un qui risque d'être effectivement élu et qui est moins pire que l'autre, tu risques de donner des voix alors que c'est pas là où tu as envie de voter. Gpif qui fait la même réflexion que toi, qui dit c'est le nouveau Paul Le Poulpe. Ah bah, voilà, ouais, c'est lui, hein. Ouais, ouais. En Paul fait, Le c'est Poulpe toi, qui a une Gpif. C'est toi, Gpif, dans le chat depuis des émissions. Ça fonctionne par la collecte de profils. Non, je pense que ça fonctionne tout simplement avec l'API de Twitter, et ça collecte les tweets qui ont des hashtags ou des mots-clés, parce que tu peux totalement faire ça avec l'algo de Twitter, quoi. Après, je sais pas si c'est non plus hyper représentatif, parce qu'on sait que, enfin, sur les réseaux sociaux, tu as quand même plus tendance à critiquer ceux que t'aimes pas plutôt qu'à encenser les gens que t'aimes bien. Hmm. Donc, pas... Je sais pas. On verra à quel point c'est fiable, mais Ouais, ouais. mais je pense que justement, ils ont été assez malins pour contrebalancer ces problématiques-là. J'imagine, ouais. Parce que vu le résultat sur les élections canadiennes, c'est quand même assez bluffant, je trouve. Ah Donc, ouais, c'est quand même pas trompé les fois précédentes, donc c'est qu'ils arrivent quand même à bien discerner c'est ça. ce que les gens pensent, ouais. Ouais, on est au-delà d'une chance sur deux, quoi. Là, on est vraiment à une marge d'erreur très très faible sur ces élections canadiennes. Après, voilà, il faut bien comprendre que là, justement, pour l'instant, la marge d'erreur, elle est élevée par rapport aux élections américaines. Et qu'effectivement, ça va se préciser petit à petit, parce que les gens vont de plus en plus parler de ce sujet-là. Donc voilà. Mais c'est assez cool, j'avais envie d'en parler. Et je sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Qu'est-ce que tu dis, Canard à 3 pattes? Je suis vraiment en train de me demander ce que ça va valoir les suffrages dans quelques années avec tout ça. Je sais pas, mais c'est vrai que ça reste bien plus puissant d'analyser les réseaux sociaux que de faire un sondage, même à 1000 personnes, qui est quand même... Normalement, c'est bien fait, c'est représentatif. Yves Castel qui dit: croyez-vous au sondage? Oui 45%, non 50%, ne c'est pas 20%. Le truc qui m'avait fait le plus marrer, c'était les inconnus, où il disait quel temps fera-t-il demain? Oui et non. Ce sketch des inconnus, il était assez génial. Ouais, c'est pas ces trucs. Ouais.
On va avancer et on va parler éducation nationale. Ah là 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 là, ça va partir Yes. en cacahuète dans la chatroom, mais c'est ça qu'on aime sur le mug, on aime le sang. Non, pourquoi on va parler d'éducation nationale? Parce que le ministère propose une prime informatique de 150 € par an pour les enseignants pour, je cite, s'équiper ou renouveler entièrement leur équipement. Euh, D'accord. que penses-tu de cette somme? Alors, il n'y a pas grand-chose à préciser de plus, hein, c'est dans le cadre des discussions avec les syndicats sur la revalorisation du métier. Je pense que ça intervient dans le contexte du coronavirus où eh bien, les enseignants n'ont pas forcément un matériel informatique adéquat. Ah ouais. Donc, pourquoi pas? Maintenant, moi, j'ai un peu mon avis sur le truc, sur la somme surtout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, déjà sur le principe, c'est plutôt une bonne chose parce que bon, pour avoir dans mon entourage assez proche des gens qui bossent dans l'éducation, c'est vrai que ça va clairement pas faire de mal. Il y en avait bien besoin et bah, vu la tournure que prend les événements avec la pandémie, tout ça, on va être de plus en plus amené à, Hmm. à devoir bosser en dehors des équipements fournis par l'éducation nationale dans les locaux et tout ça. Donc, pouvoir s'équiper peut-être aussi pour pouvoir bosser à distance et désengorger un peu les classes, tout ça, ça va pas faire de mal. L'idée est bonne. Après, c'est sur le montant qu'on Ouais. peut débattre, voir si ça va réellement permettre d'améliorer significativement les choses ou si ça va juste être anecdotique. Ouais. Ouais, moi le problème que j'ai, c'est effectivement que 150 € par an. Ouais. Bon, Ça va pas tu aller peux le cumuler avec sur ça. plusieurs années, tu vois, tu peux te dire c'est 450 €, mais ce qui est toujours embêtant, c'est que ça soit vraiment la notion d'une prime plutôt qu'une revalorisation réelle du salaire. Moi aussi, j'ai une personne proche dans mon entourage, voilà, même très proche, qui travaille à l'éducation nationale et je vais le dire simplement. Je suis plus payé qu'elle avec mon taf en informatique, alors que je considère mon taf moins, mon taf à moi vraiment personnel, pas l'informatique en général, mais mon taf à moi, beaucoup moins important à l'échelle d'une société que le travail de cette personne. Donc, Ah ouais, c'est catastrophique, de toute bah façon. ouais, je suis plus payé. Moi, je gagne dans mon salaire, je suis à 37K, 37 000 à Ouais. Toulouse. Je m'en fous de dire mon salaire, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Je suis plus Moi, payé. Non mais waouh, mais 37 000, mais c'est youtubeur. Ah bah non, c'est pas mon métier principal. Oups, raté, ça ne marche plus. Mais je suis plus payé que cette personne-là et je trouve que c'est absolument scandaleux. Qu'est-ce que c'est le sondage là? Vous répondez au sondage? Oui, il y a qu'une seule réponse. Putain, mais Jérôme, arrête de t'amuser avec les sondages. j'ai répondu en plus, hein, tu sais que j'ai le. Ouais, non, non, mais je crois que c'est Jérôme qui s'est amusé. Non, pas 37 000 par mois, Yves Castel, quand même. 37 000 par mois, je suis vraiment, vraiment très, très bien, quoi. Donc, non, non, 37 000 par an, évidemment. Le truc, c'est qu'effectivement, voilà, ce qui est écrit dans la news, c'est que les organisations syndicales ont émis plusieurs réserves. Alors, on peut critiquer les syndicats, machin, on va pas revenir sur ce débat, là, on va rester un peu plus dans la tech. Mais ils disent la prime d'équipement informatique n'est pas à la hauteur des besoins et l'enveloppe globale ne suffit pas au déclassement salarial de la profession. Ce qui est vrai, hein, voilà, cette profession-là, professeur, instituteur, moi je vous le dis, hein, être debout plus de 6 heures par jour devant des gamins, que ce soit des petits à la maternelle qu'il faut surveiller tout le temps, que ça soit des ados au collège qui arrêtent pas de te juger, il suffit que tu fasses une petite erreur et tu te fais moquer toute l'année. Clairement, c'est pas des métiers que j'envie, même si Ah je bon. trouve ça incroyable d'être professeur. Et voilà, donc effectivement, il y a un sacré problème et on peut le schématiser sur un truc, c'est que le salaire en début de carrière, il est inférieur de 7% à la moyenne des pays de l'OCDE, donc Organisation de coopération et de développement économique. Voilà, donc on a un salaire inférieur quand même à la moyenne. C'est fou car le Ouais, matériel... Pardon, vas-y Steven, excuse-moi. rien que le fait d'appeler ça une prime et pas que ce soit une revalorisation du salaire ou quoi que ce soit, ça, ouais,
ça fait vraiment, vraiment anecdotique avec, il y en a, je voyais qui disaient dans le chat avec 150 €, ouais, tu prends une petite webcam et un micro, mais tu vas pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Ouais, je pense que, enfin ouais, c'est compliqué parce qu'après, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a une initiative, enfin, il y a une main qui est tendue par le gouvernement, donc c'est toujours, tu vois, j'ai pas envie d'être négatif en mode je critique, machin. L'idée est bonne de base, ouais. Ouais, Mais voilà. Après, comment ça s'accompagne, c'est toujours le problème, c'est que tu peux mettre de l'argent partout, mais typiquement, est-ce que cet argent-là pourrait pas être mis dans de la formation pour aider les enseignants à potentiellement mieux se filmer? Tu vois, typiquement, Naotech et les vidéos de Jérôme sur les micros et la caméra et comment bien se filmer. Non, mais c'est con, mais un prof qui fait un peu attention à son setup, ça peut changer vraiment la dynamique d'un cours, quoi. bah, on sait que c'est déjà compliqué d'être attentif quand tu es présent physiquement, alors à distance encore plus. Donc ouais, il faut que l'enseignant soit capable de captiver les gens à distance, et ça passe aussi par une image et par un son qui donne envie d'être regardé, envie d'être écouté, ouais. Mmh. Ouais, donc je pense qu'il y a vraiment du boulot là et tu vois, je me dis, proposer effectivement une formation à ces enseignants avec un intervenant qui vient, chez l'enseignant pour aider à installer du matos et justement fournir une petite Logitech ou une petite webcam. Tu as des Logitech qui coûtent 50 balles, moins de 50 balles qui sont très, très bien, tu as du 1080p très bien. Une petite lumière, un micro, un petit micro pas trop cher mais qui fait le taf et tu as, une ca moi, je le vois, ma copine, elle est en cours là et elle a des cours à distance. Elle me le dit que c'est un peu catastrophique. Il y a 20 minutes où les profs galèrent à installer la visio. Enfin, tu vois? Et je pense que Ah bah, voilà, et le temps perdu là-dessus pourrait vraiment être, enfin, le retour sur investissement d'aider, d'accompagner les enseignants à ne plus perdre ce temps-là, à être plus à l'aise avec l'outil informatique. C'est pas leur cœur de métier, hein, à la base. Faut pas l'oublier, les enseignants et enseignantes, hein, bien sûr, j'inclus les femmes aussi. C'est pas leur cœur de métier. Ils ont jamais signé pour faire de l'informatique, tu vois. Et voilà. ah ouais, non, c'est sûr, c'est loin d'être évident. Dans l'idéal, ce serait ce qu'il faudrait faire, mais ouais. Ouais, il y a Manu Bob qui dit j'ai fait un cours à distance et la qualité de l'audio et de la qualité de la vidéo était vraiment pourrie, c'est horrible. Mais moi, à mon boulot, on m'a Ah ouais. surnommé ingénieur son parce que j'ai râlé quand je trouvais que les micros étaient dégueulasses. Je crois que mon ancien travail a déteint un peu. Ouais, ouais, il y a une nana dans l'équipe où j'étais juste avant qui me disait t'es l'ingénieur son, machin. Non, Euh, mais c'est important. Ouais. de quoi? Non, mais je disais, oui, oui, bah, c'est sûr que c'est important. Ça donne pas envie de suivre une conférence, suivre un cours, suivre un live si le son est cata, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, même problème en entreprise, il dit show you. J'ai un peu de la chance dans ma boîte, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Ils ont fourni des casques et les ordis, les caméras sont pas trop dégueux. Donc on s'en tire plutôt bien. Mais j'imagine que dans une moins grosse boîte, ça peut être plus galère. Donc voilà. Pour mes études, Noitomi Live, il y a une vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne où je récapitule un petit peu ce que j'ai fait. Mais sinon, j'ai un bac plus 5 en informatique. Je fais partie du classico-classique que plein de gens ont. Et puis voilà. On va avancer. Et Steven, je vais te Ouais. partager, évidemment, à tout le monde, partager un truc incroyable. Euh, un site web qui s'appelle MyNose, qui en fait existe depuis un moment. Peut-être tu connais déjà. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? C'est un site qui est un générateur de bruit pour tu sais, c'est un truc pour relaxer les gens. C'est vrai que quand t'es stressé des fois, avoir un bruit de fond, voilà, ça peut aider certaines personnes à s'endormir. Mais ils ont ajouté un truc sur leur site qui permet d'entendre des bruits de bureau. Justement, toujours dans le thème télétravail, que tu puisses. Alors attendez, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous montrer le site hein, parce que c'est assez rigolo. Je vais switch de caméra. En gros, vous avez ce site web, on n'est pas sponsor ou quoi, hein, je tiens vraiment à le repréciser au cas où. Et voilà, ils ont une soundboard qui est office, enfin bureau. Et en gros, vous allez Ouais. pouvoir mettre par exemple des chatty colleagues, donc des collègues de travail qui parlent en montant les curseurs. Donc là, on entend, toi, t'entends forcément pas, mais les gens entendent que là, il y a un bruit de collègues qui parlent en fond. Tu peux mettre des bruits d'imprimante aussi. Attends, il est où? Printer and scanner. Là, ici, tu peux mettre des bruits d'imprimante. Voilà, les gens sont en train d'entendre là. Voilà, typiquement, tu peux mettre des bruits de bureau un peu plus... voilà, des papiers, des gens qui marchent, des choses comme ça. Voilà.
J'ai trouvé ça rigolo. Alors, en vrai, là, c'est plus pour le côté un peu marrant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je nous remets sur notre caméra. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ces sites-là, quand même, peuvent être utiles pour des personnes un peu stressées et tout ça. Mais il y a Yves Castel qui dit que c'est pour faire croire qu'on travaille. Euh, il manque quand même les odeurs, nous dit Manu Bop. Aliénation totale. Alors moi j'ai déjà utilisé des sites comme ça, mais plus pour des sons de pluie ou des choses comme ça. Oui, des trucs un peu plus relaxants que des collègues qui discutent. Ouais. Voilà, mais je trouve que le délire d'avoir des collègues, enfin tu vois, c'est presque un peu ce que tu apprécies en télétravail, quoi. Bah, c'est ça, ouais, pour les gens qui veulent se recréer l'ambiance pour se remettre un peu dans le mood. Ouais, je comprends le principe. Ouais. Ouais, tu vois, il y a EL0009 qui dit Jérôme, un sondage. Écoute, Jérôme, si t'es dans le coin et que tu veux lancer un sondage, pour ou contre le bruit de vos collègues en télétravail, tu vois. Bon voilà, je vous passe quand même le site pour ceux que ça intéresse, parce que je suis sûr que dans le lot, on rigole, mais il y a des gens que ça peut intéresser. Et Ouais. c'est gratuit, a priori. Je trouve par contre que le site est très mal foutu, parce que clairement, tu comprends pas forcément bien où cliquer, enfin c'est pas le plus clair des sites, mais vous avez, voilà, vous avez plein de trucs, j'avais la pluie sous une tente. Typiquement, là, je suis en train de mettre le son en fond. Et voilà, ça peut effectivement aider des gens à se détendre, mais c'est vrai que le truc d'avoir les sons du boulot, ça m'a fait sourire, quoi. Le premier truc que tu recherches en général, c'est sûr. Ouais, non, complètement. Totalement, totalement. On va avancer et on va pouvoir critiquer Google, mon cher Steven. Yes. Yes. Ah là là, mais ah là là, cet Apple fanboyisme, moi, ça me choque. Maintenant qu'on n'est plus en direct sur YouTube, on peut. Hein. Mais oui, c'est vrai, maintenant on peut leur casser du sucre sur le dos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Google, dans sa grande lignée, ferme le service et la boutique de Play Music. Vous saviez que, enfin, il y a plusieurs années, Google avait lancé Google Play Music, hein, un concurrent à Spotify. Streaming musical et on pouvait aussi acheter des morceaux. Ils ont annoncé en août dernier qu'ils allaient fermer le service et qu'on allait passer à YouTube Music. Ça a fait grincer des dents. Toi, tu utilises ces services ou pas? Pas du tout, les services de Google musicaux, absolument pas. Non. Ok, ok, ok. Et moi, j'ai utilisé un petit peu. J'ai une période où j'ai un peu utilisé Google Play Music. J'aimais beaucoup. Je trouvais ça vraiment très très chouette, surtout le fait de pouvoir upload tes fichiers très simplement. Je crois D'accord, que, ok. à l'instar de Deezer aussi, ils font la même chose, je crois. Deezer, Oui, tu ça me dit, confirmes. ça me dit. Ouais, confirmez-nous dans la chat room, hein, mais je crois que Deezer, tu peux uploader tes fichiers. Spotify aussi, mais c'est galère à mort. Oui, bon. Ouais, c'est pas pratique, faut être sur l'ordi, faut être connecté au même Wi-Fi que ton téléphone, enfin c'est vraiment un enfer. Mais Play Music, c'était pas trop mal là-dessus, et plein de gens ont grincé des dents parce que YouTube Music est beaucoup moins bien. Euh, D'accord, ouais. Enfin, de tout ce que j'ai lu sur Reddit, les gens étaient en mode putain, enfin, c'est vraiment relou. Ok, Euh, c'est pas une bonne nouvelle. Bah, D'accord, ouais. a priori, c'est pas une très très bonne nouvelle. Ça se comprend au niveau stratégie Google, pour le coup. Oui. Parce que bon, c'est vrai que YouTube, c'est très musique et converger vers un seul service, pourquoi pas, même si c'est quand même chiant de voir Google, encore une fois, lancer des trucs et puis les Ouais. fermer 4 ans plus tard, quoi. C'est vraiment les champions pour ça, pour lancer plein de services qu'ils abandonnent, qui rouvrent sous un autre nom, qui rabandonnent encore après. Ouais, c'est compliqué de s'y retrouver parmi tous leurs services. Ouais, on ne sait pas trop sur lesquels ils veulent vraiment miser plus. Ouais, c'est même un peu risqué de se dire bon bah je vais migrer vers un service Google en se disant que peut-être dans un an ou deux ils vont l'abandonner parce qu'il marchera pas et que du coup on va devoir rechanger ses habitudes à Ah, soi derrière. tu Ça le, donne ça donne pas forcément envie de s'y mettre. Ouais. ouais, tu le vois sur pas mal de produits Google, hein, il y a souvent quand même un manque de cohérence Ouais. mais j'avais lu un article il y a longtemps qui expliquait un peu le fonctionnement du management à Google et tu avais vraiment ce côté très en fait Google c'est plein de petites startups à l'intérieur, quand elle lance un projet c'est cool, mais dès qu'il faut le maintenir, il y a plus vraiment personne qui reste. Ouais. Ce qui explique le fait que tu aies plein de projets comme ça qui se lancent, qui sont pas maintenus très très longtemps et qui Ouais. derrière se pètent la gueule parce que c'est toujours évidemment plus fun de créer que de maintenir. Ah Quoique bah après oui, ça oui. peut plaire à certaines personnes, mais disons qu'en général c'est quand même plus rigolo de partir sur des nouvelles bases, etc.
Mais on l'a vu aussi avec Angular. Alors là, c'est plus les développeurs qui vont capter un peu ce que je veux dire, mais c'est une techno de développement. Il y avait la première version d'Angular, puis à la deuxième version, ils ont vraiment tout pété pour repartir presque à zéro. À cette époque-là, on lançait la startup qu'on avait montée avec des amis, et moi j'avais dit putain, mais Angular c'est trop bien, vas-y, on teste la version 2. On s'est Ah, vous étiez cassé. basé là-dessus? Ah ouais. Ouais, ouais, en fait, on s'est cassé les dents pendant un mois à essayer d'apprendre Angular 2. On trouvait ça très galère. On est passé sur Vue.js, ça parlera encore une fois aux développeurs, et on a été ravis et c'était trop le feu. Euh, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là à Google qui est effectivement un peu pénible. Là, on sort du délire vie privée, on n'est pas du tout dans le même débat. Alors, qu'est-ce que tu dis, Morbidos? Google veut tout faire, mais ça foire souvent. Tous les ans, ils ferment au moins un service. J'ai l'impression que tout a commencé avec Google+. Ouais, Google+, c'était une grosse erreur de stratégie, hein. Après, pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus. Enfin, Google, ça foire souvent. Globalement, ça marche quand même pas mal sur les principaux services, hein. Tu regardes Google Ouais. Docs, tu regardes YouTube, c'est pas si mal. Mais ouais, Stadia. Mais C'est ouais, vrai que mais finalement, ça reste plutôt les historiques, qui survivent, en fait. J'ai Hmm. l'impression que tout ce qu'ils essayent de lancer derrière, c'est moyennement adopté et ça finit par mourir un jour ou l'autre. Bah, Stadia, je sais pas trop où on en est. J'ai pas Ah, aucune l'impression. idée, ouais. Il y a très peu de marketing dessus, donc ce qui est quand même pas Ouais. rassurant pour une boîte comme Google. Pourquoi ne pas être resté sur Angular? Bah après, on a arrêté la boîte, Paduction, donc on n'avait plus d'intérêt, quoi. Oui, Jérôme, il dit qu'il aime bien YouTube Music. Et c'est vrai que c'est dans le premium de YouTube. Donc c'est vrai que tu as cet avantage-là. C'est l'avantage, ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Moi je suis très Spotify parce que Ouais, pareil, ouais. comme j'ai souvent un Android ou un iPhone et que je switch un peu entre les deux, j'aime bien le fait que tu vois, je garde sur Spotify, enfin que tout fonctionne sur les deux quoi. Alors qu'Apple Ouais, puis Music, ouais, pas même dans la- ergonomiquement, je le trouve nettement au-dessus de tous les autres. enfin, après j'ai beaucoup aimé Apple Music, mais j'ai beaucoup aimé Apple Music sur un iOS, pas sur un Android. Et voilà, ouais. Je sais pas si tu l'as déjà testé sur Android, Apple Music, mais c'est pas terrible, hein. C'est un enfer. Oui. Ouais, ouais, voilà. Et surtout, je sais qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, euh, je l'avais testé et je m'étais rendu compte que tout ce qui était offline, téléchargé en local, marchait vraiment pas bien. Ouais. Non, non, ouais, pour ça, ouais. Bah, ça a été pensé pour iOS, hein. Ils l'ont porté sur Android Mm. d'essayer de ramener du monde sur leur service, mais ouais. Ouais, il devrait foutre un peu un petit coup de pied au cul vraiment sur Apple Music, je trouve. Google Wave aurait pu être sympa. Je me rappelle plus de Google Wave exactement, ça faisait quoi? Tu t'en Ça me rappelles ou dit pas? rien. Je l'ai vu Non, passer, mais je m'en rappelle pas. quelque chose, mais alors aucune idée d'à quoi ça correspond. Ok, bah si dans la chatroom vous pouvez préciser, je sais que je l'ai lu hein, déjà, mais où euh, oui, il y a aussi, voilà, Technisavoir, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est qu'il y a plein de produits qui fonctionnent aussi, hein, bien sûr. Je regarde un peu vos commentaires. Il y a Vincent qui dit, personne n'a jamais compris à quoi Google Wave servait. Je veux le voir aussi. Bon, en tout cas, Bon, pour revenir à la news, donc Google Play Music, ça va fermer. Vous avez un outil de migration pour passer complètement à YouTube Music, hein, qui va normalement vous permettre de transférer tous vos morceaux. Je ne sais pas si ça transfère les morceaux locaux, c'est-à-dire les morceaux que vous avez, en- ouais, que vous avez on est- uploadés sur le service, mais qui sont vos morceaux. Donc je n'en sais rien du tout. Mais Technisavoir qui dit ça marche pas bien en hors ligne. J'imagine que tu parles d'Apple Music. Ça te passe des musiques où tu as mis un pouce en bas. D'accord. Ok. yes. Ouais, pas terrible. Bref, voilà. Donc, si vous utilisez Google Play Music, vous êtes averti. Et ça, c'est beau. On va avancer, on va passer sur une news beaucoup plus vie privée, là beaucoup plus Google, un peu en lien avec la vidéo que j'avais faite sur, voilà, peut-on faire confiance à Google? Alors c'est une news qui est compliquée comment dire, à présenter. Parce que quand on lit la news, c'est toujours le même problème avec tout ce qui est de toutes les problématiques de vie privée, toutes les problématiques un peu, tu sais, de terrorisme, sur le fait que, enfin, intuitivement, tu pourrais te dire, la police pourrait très bien avoir un outil pour déverrouiller tous les iPhones, tous les machins, parce que pour lutter contre ces problématiques, le terrorisme, la pédophilie, tu peux te dire, bah, c'est normal qu'on puisse investiguer n'importe quel téléphone. Sauf que le problème de tout ça, c'est que avoir ça amène à des abus. Et on les a vus, ces abus, ça amène à des États qui deviennent des États policiers, à la police qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Et attention, j'ai pas vraiment pas un discours anti-police ou quoi que ce soit. Vraiment pas, on n'est pas dans ce débat-là. Pourquoi tu rigoles?
J'aime bien le petit disclaimer avant de se faire taper Bah dessus. ouais, mais parce que voilà, dès que tu dis. Mais c'est juste qu'il faut, vraiment faire attention à ce que les pouvoirs soient bien séparés, que les personnes qui ont un certain pouvoir ne puissent pas en faire n'importe quoi. Ça vaut pour l'État, ça vaut pour la police, ça vaut pour n'importe quelle personne qui effectivement a un certain pouvoir. Il faut contrebalancer. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait pour cette news? Google en fait donne des informations personnelles et donne de la data à la police simplement sur des mots-clés cherchés sur le moteur de recherche. Donc, D'accord, ouais. je vais expliquer un petit peu plus en détail. En gros, normalement, le meilleur des mondes, quand tu veux investiguer sur quelqu'un, il te faut un mandat. Hein, notamment, là, on est aux États-Unis. Hein, il te faut un mandat pour aller, par exemple, perquisitionner chez une personne. Il faut qu'il y ait on va dire une suspicion assez solide pour que tu puisses. Sinon, sinon le problème c'est toujours le même, c'est que la police peut très bien investiguer n'importe qui en disant lui sa tête me revient pas, je peux aller investiguer, je peux aller perquisitionner, pas de problème, tu vois. Et non, ça si tu commences à autoriser ça, euh, tu tombes dans un état qui est un peu inquiétant, tu vois. Bref. Et les abus, ouais, Ouais, tu vois, en fait, effectivement. c'est toujours le problème, c'est que enfin, c'est compliqué de trouver cet équilibre entre, il faut quand même que la police et l'État aient des pouvoirs pour aller trouver des preuves, mais pas non plus tomber dans un totalitarisme, quoi. Voilà, il y a vraiment cet équilibre qui est ultra complexe à trouver. Donc, en gros, il y a un document judiciaire récemment qui a révélé que les enquêteurs peuvent demander des données à Google et de divulguer des informations pour toutes les personnes qui ont effectué une recherche sur un mot-clé. Plutôt, à l'inverse, que d'obtenir des infos sur une personne que tu désignes. Et justement, le problème, c'est que la police a arrêté un certain Michael Williams, donc un gars qui était accusé effectivement, qui en gros a été accusé d'avoir potentiellement mis le feu à une voiture. Et ils ont établi, en gros, ils ont arrêté cette personne en se basant justement sur les informations que Google ont données, mais en se basant sur une collection d'informations. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit à Google, donne-moi des infos sur cette IP, ce qui, ça, n'est pas a priori pas un problème. Ils ont dit, Google, donne-moi des informations sur toutes les personnes qui ont tapé ça dans le moteur de recherche. Et lui était dans le lot. Et Donc, il était dans le lot. Voilà. et ils avaient déjà des soupçons sur lui ou ils l'ont trouvé totalement comme ça dans le lot Alors ça, c'est pas précisé sur l'article, Ouais. mais tu vois la différence. C'est une nuance, hein, c'est pas forcément très précis, mais il y a une nuance entre effectivement demander des infos avec un mandat précisément sur une IP, une personne, et demander à Google, donne-moi tous les gens qui, pendant cette heure-là, ont cherché tel mot. Tu vois un peu la nuance. Ouais, je vois la différence, ouais. Et sans mandat, C'est évidemment sans mandat. C'est-à-dire que ouais. Google a fourni les informations. Mais, et le problème, si tu veux, c'est que tu switches ton mode de pensée parce que en faisant ça, tu crées des gens qui sont potentiellement coupables. Au Ouais, lieu d'avoir... t'inverses les choses. Ouais. Au lieu de chercher des preuves sur quelqu'un, tu cherches les personnes en ayant déjà les preuves, en gros. Ouais. Ouais, voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, je pense que tu vois effectivement les abus, notamment l'avocat de ce Michael Williams. Il le dit hein, tout en bas de l'article, là je vous cite un petit peu la fin, mais il dit le problème de ça, c'est que, en fait, plein de gens peuvent chercher des termes qui pourraient les incriminer. Tu vois, où tu pourrais dire, typiquement, Ah oui, hein. tu es un journaliste, tu peux très bien chercher comment se vend la cocaïne à Toulouse, Ouais, tu vois. exactement. Ouais. Si on n'a pas le contexte et qu'on a simplement les mots-clés, on ne sait absolument pas les intentions de la personne au moment où ils ont C'est où elle a ça. cherché ces mots, ouais. Alors, tu vois, il y a plein de gens dans la chatroom qui vont dire oui, mais en fait, dans la vraie vie, c'est souvent les criminels qui vont taper des trucs comme ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que dans la vraie vie, c'est plutôt des personnes qui sont mal intentionnées qui vont taper des choses comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que les personnes vraiment très mal intentionnées, donc les plus dangereuses, elles vont pas aller taper des trucs comme ça sur Google. Un terroriste, il va utiliser des moyens de chiffrer totalement ses communications et il va certainement pas taper des trucs sur Google du genre comment se faire péter à tel endroit. Enfin, tu vois, donc la vérité est que les criminels, donc notamment là je dérive un peu sur le terrorisme et tout ça, ces gens-là vont... C'est vraiment le grand public qui risque d'être beaucoup plus impacté. Et puis surtout, voilà, Ah oui. tu tombes dans un système où tu es présumé coupable parce que tu as cherché comment se vend de la drogue à tel endroit ou je sais pas, comment le financement du terrorisme fonctionne, tu vois, enfin des trucs comme ça qui ne devraient pas te, qui devraient pas te rendre coupable par défaut.
Oui, là, on est bien sûr, on est aux États-Unis, hein, Oui, oui. on n'est pas en Europe. Je n'ai pas d'infos, voilà. Tu vois, Kwaska, il dit: «J'ai déjà cherché des trucs chelous par curiosité», mais moi aussi, mais tout le monde. Ouais, bah, pareil, hein, Et je suis pas un criminel, beh, bien sûr. Les criminels ne sont pas tous des lumières. Non, bien sûr, mais si un criminel était une lumière, là, on va dire que s'il faisait un peu attention, ça serait encore plus embêtant. Qu'est-ce que tu dis, Wolfenstein? Gros ménage en cours en Allemagne où des extrêmes droites ont infiltré des services de sécurité et de police. Ligue d'informations, enquête et adresse de personnes connues pour que les personnes puissent les harceler. Toujours la même chose, quand tu mets des informations très très privées au sein voilà, d'une certaine catégorie enfin, d'un certain pouvoir, tu t'exposes à des abus. Voilà. Et puis surtout, il y a une deuxième chose que ça prouve bien, et après on va avancer parce voilà, l'émission dure 1 heure et demie max. Ça montre bien aussi un truc, c'est que si Google, c'est dans l'article, hein, c'est l'Electronic Frontier Foundation qui défend, qui est très pro vie privée, enfin vraiment à fond sur la vie privée, ils disent si Google stockait vraiment des données de manière désidentifiée, enfin tu sais, Ouais, pas bien sûr, identifiée avec une personne, comment ils auraient pu donner ça au gouvernement? ah bah oui, de toute façon, ils associent les recherches à une identité précise pour Voilà, pouvoir filer mais ce genre d'informations, c'est une certitude, oui. alors que normalement ils sont censés vendre du profilage et non pas stocker vraiment. Enfin, tu vois, il y a un peu un deux poids deux mesures sur. Ils parlent de la vie privée en disant on protège votre vie privée, mais d'un autre côté, en fait, on se rend compte que dans les faits, les informations liées à une personne sont stockées. Ah, ils les ont, c'est ouais, Voilà, ils les ont. c'est une Alors, certitude. c'est pas révolutionnaire ce qu'on est en train de dire, hein. Voilà, enfin, tous les services, même Apple, ont des données sur vous. Ils ont votre compte iCloud. iCloud est pas complètement chiffré. Ouais. Voilà, donc le gouvernement peut aussi demander des trucs à Apple. Enfin, c'est pas que un débat là contre Google, mais effectivement, il y a une réflexion à avoir sur. C'est plus un débat de société, hein. De toute façon, on le sait que la tech et la société sont extrêmement liées. Et voilà, j'avais envie de vous parler de cet article et qu'on réfléchisse un peu tous ensemble à quelles sont les limites qu'on met. Voilà, pour qu'on soit dans une société saine où on puisse quand même investiguer, faire du travail d'action, que la police puisse faire son taf, hein, comme dirait, comment il s'appelle, merde, dans La Cité de la Peur. Ah, laisser la police faire son travail. Ah, je l'ai pas. Darmon, voilà, c'est ça, Ouais. oui, qui disait ça, mais que d'un autre côté, on puisse protéger et que les gens se sentent pas coupables par défaut, tu vois. Ouais. Ouais, parce que là, pour l'instant, la position officielle de Google, c'est, aux annonceurs, on vend un profilage et pas une identité précise. Mais à la Ça, ils le police, font, ouais. ils le font pour les services de police, mais ça, c'est aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis surtout, bah, effectivement, à l'État, là, pour le coup, ils sont open bar et ils donnent les informations sans qu'il y ait un vrai mandat qui ait été Exactement, ouais. vérifié, quoi. Et ça, voilà, c'est important, effectivement. Je me rends compte, par contre, juste que j'ai pas centré. Hop, voilà, ça. Ouais, avoir bien conscience que nos données de recherche sont associées à notre identité Mm, et que pour l'instant, si c'est pas divulgué, clairement aux annonceurs et ce genre de choses, rien ne nous dit qu'ils le feront pas plus tard, quoi. Faut c'est avoir ça. conscience qu'ils collectent tout ça. Ouais, voilà, bon, c'était pour vous en parler parce que je trouvais ça super intéressant. Pour info, donc juste pour terminer sur cet article, ce que dit l'avocat, c'est que ça ne respecte pas le quatrième amendement de la Constitution des Ouais. États-Unis, et notamment le quatrième amendement, il stipule que le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers, leurs effets contre les perquisitions et saisies non motivées. En gros, ce droit des citoyens, donc de Ah ouais. garantie machin, ne doit pas être violé. Et aucun mandat ne doit être émis si ce n'est pas s'il n'y a pas une présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration solennelle en décrivant avec précision le lieu à perquisitionner et les personnes ou choses à saisir. Si vous allez lire l'article de Wikipédia, en fait, ça vient d'Angleterre, hein. Enfin, l'origine un peu de cette notion-là vient d'Angleterre, et que justement, il n'y a pas la date exacte, mais que en Angleterre, il y avait des perquisitions abusives et que c'est un certain euh, voilà, un certain John Entick qui a instauré le concept de présomption sérieuse, c'est-à-dire que tu puisses faire une perquisition et aller se focaliser sur quelqu'un s'il y a une réelle présomption Ah oui. et pas le faire en mode YOLO, genre lui ça me plaît pas, tu le perquisitionnes. Enfin, tu vois, Oui, voilà. pas sur un simple doute, ouais. Il faut avoir quand même un début de preuve, ouais. Oui, un amendement ne stipule pas, tout à fait, Vincent. Merci pour la précision lexicale. Merci.
On va avancer et on va parler d'Apple. Alors, vous n'êtes pas sans connaître Proton Mail. Proton Mail, je pense que Steven, toi, tu as dû déjà voir Oui, passer, hein. Ouais, voilà. Donc, oui, oui. service mail qui propose du mail chiffré. Ouais. Service mail suisse, si je ne dis pas de bêtises. Et le PDG de Proton Mail a râlé contre Apple parce que Apple l'a obligé à introduire des achats intégrés dans son application. Donc c'est un peu Epic versus Apple épisode spin-off. C'est le spin-off de la série. Plus cette histoire, Ouais. Donc en gros, le PDG de Proton Mail qualifie d'extorsion mafieuse la demande d'Apple de lui forcer la main. Donc en gros, ce qui se passe, je vais vous expliquer un petit peu. Pourquoi ils leur ont demandé d'intégrer des achats? Ouais, Ouais, j'aimerais bien savoir. je vais t'expliquer. En gros, le développeur justement, enfin le patron alors attends. Voilà. En gros, je cite le patron de Proton Mail, à l'improviste, un jour, donc Apple, nous ont indiqué que nous devions ajouter les achats intégrés pour rester dans l'App Store. Ils sont tombés sur quelque chose dans l'application qui mentionnait qu'il y avait des forfaits payants. Ils sont allés sur le site, alors en sachant que l'application était utilisable gratuitement et que tu n'avais pas Ouais, de ouais. notion d'achat dans l'appli, voilà. Mais il y avait j'imagine dans la foire aux questions ou quelque chose comme ça, qui avait la possibilité d'avoir des forfaits payants. Bref, ils sont allés sur le site web et ils ont vu qu'il y avait un abonnement qui était payant et ils se sont retournés pour demander d'ajouter des achats intégrés. Vous ne pouvez rien y redire, ils sont juges, jurys et bourreaux sur la plateforme, c'est à prendre ou à laisser. Vous ne pouvez même pas avoir d'audience équitable pour déterminer si c'est justifiable ou non. Tout ce qu'ils disent est parole d'évangile, nous nous sommes simplement conformés afin de sauver notre entreprise. C'est marrant parce qu'on Ah tombe un ouais. peu, tu te rappelles, enfin dans ce qu'on vit sur YouTube. Le Ah bah oui, hein, c'est leur plateforme, si tu veux être dessus, c'est leurs règles et ouais, tu les acceptes ou tu t'en vas, hein. C'est malheureusement, ouais. C'est ça. Donc en gros, Yen a indiqué, donc le patron de Proton Mail, que Proton Mail n'était pas en mesure de mettre à jour son application même pour des raisons de sécurité, et Apple menaçait de supprimer l'application si son entreprise continuait à retarder l'intégration des achats in-app. Proton Mail a donc décidé d'augmenter le coût de l'ensemble de son service sur iOS d'environ 26% pour satisfaire les besoins d'Apple, puisque la commission est de 30%. Ah ouais. Voilà, et que en fait la commission d'Apple rongeait les marges de Proton Mail. Voilà. Ouais. Nous avons dû augmenter les prix, blablabla. Alors attends, en fait j'ai surligné beaucoup de choses, mais je vais essayer d'aller un peu vite pour qu'on ait le temps de... En gros, ce qu'il explique dans l'article, c'est que le problème de prendre qu'en fait, c'est ultra... comment dire? Ça nuit à la concurrence sur le fait que, par exemple, Apple prend 30% sur des services à abonnement de mail Ouais. et que ça fait une concurrence déloyale avec des services de mail gratuits comme Gmail Oui. parce que eux sont basés sur la publicité et qu'en fait, Apple ne prend pas 30% du profilage utilisateur. Bah oui. Tu vois? Et donc, en fait, le patron de Proton Mail est râlé sur ça parce qu'il dit que face à un Gmail, bah, ils sont niqués. Bah oui, Voilà, ils ont un gros désavantage d'avoir un abonnement payant. Et le fait de rajouter 30% d'Apple, ça accentue encore plus ce désavantage. Voilà. c'est sûr. Et en plus, il précise, comme l'histoire avec Spotify, que c'est extrêmement difficile de concurrencer équitablement les applications d'Apple lorsque tu dois céder 30% de tes revenus. Toujours la même chose, c'est que Spotify et Apple Music, bah Spotify, si les deux sont à 10 euros, Spotify va en gros avoir 70% qui leur reviennent dans la poche. Ah oui, ils répercutent la taxe, sur l'utilisateur, donc forcément, c'est plus cher, ouais. Voilà. Donc, on peut avoir un débat, on va pas refaire, on l'a déjà eu plein de fois le débat Epic Oui, versus j'imagine. Apple sur les 30%, mais je voulais vous donner aussi le point de vue de Proton Mail. Je vais vous copier l'article dans la chatroom parce que j'ai envie d'avancer un petit peu vite et qu'on parle un peu des news photos, mais je vous invite à lire l'article, il est beaucoup plus long que ce que j'ai récapitulé. Et on va conclure là-dessus sur cet article. Il a noté que Proton Mail est l'un des membres fondateurs de la coalition for App Fairness, donc pour une équité dans les applications. Proton Mail, avec divers partenaires parmi Microsoft, Epic Games, Spotify et d'autres, cherche à rendre les règles du jeu plus équitables en ce qui concerne les achats intégrés, les frais et les politiques anticoncurrentielles. Apple a été la cible, Ouais. mais pas que, Google aussi. En sachant Ouais, par contre, ouais, vas-y. ouais, juste depuis le 11 septembre 2020, Apple a assoupli un petit peu cette règle.
et qu'ils ont lâché du lest, et peut-être justement pour éviter d'être encore plus incriminés dans un procès pour pratique anticoncurrentielle. Mais depuis le 11 septembre 2020, ils demandent plus ça, parce que tout ce qu'on vient d'expliquer. D'accord. Ils requièrent moins ça. Mais en gros, le patron de ProtonMail a dit pendant des mois, on nous a fait chier, quoi. Ouais, bah, toute cette histoire, ça aura quand même permis de montrer que même si, bah, avec Epic, c'était un peu compliqué d'avoir de la compassion pour eux, parce que c'était Oui, vraiment 2 grosses multinationales qui se mettaient sur la gueule et qui l'une ou l'autre avaient aucun problème d'argent. Mais quand ça touche des plus petites sociétés comme ProtonMail ou une tonne d'autres sur l'App Store qui se font un mm, peu estorquer leurs 30% comme ça, pour eux, par contre, c'est catastrophique financièrement, parce que c'est très dur de pouvoir répercuter ça sur les utilisateurs tout en les gardant. Donc, ouais, tout il y à fait. a, il y a- il y a un vrai problème pour eux qui n'ont pas les mêmes moyens financiers, ouais, c'est Il y sûr. a un équilibre à trouver. Tu vois, Macalga, je suis pas d'accord avec cet argument. Je l'ai lu 1 million de fois. Je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Tu dis Apple fournit un service et c'est normal qu'il se rémunère. Dire ça, genre machin fournit un service et c'est normal qu'il se rémunère, c'est pas un argument valable parce que tu peux dire exactement la même chose de la mafia. La mafia te fournit un service de protection et c'est normal qu'il se rémunère. Euh, Enfin, tu vois, en fait, cette logique-là, tu peux la tirer à l'infini. Et en fait, tu peux aussi dire, euh, Apple, il pourrait prendre 70%. Ils fournissent un service, c'est normal qu'ils se rémunèrent. Donc non, le problème, il n'est pas là. Il est pas sur le... Je suis d'accord avec toi, Apple fournit un service et effectivement, c'est normal qu'il y ait une petite rémunération. Mais le problème, c'est à partir du moment où ça devient anticoncurrentiel. La problématique fondamentale, elle est là. Elle n'est pas sur le fait qu'il se rémunère. C'est pas ça qui est critiqué. Et ProtonMail ne l'a jamais dit. Je trouve ça scandaleux qu'Apple se rémunère. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça a pour conséquence des pratiques anticoncurrentielles. Aujourd'hui, tu veux faire un service de streaming, ou on va prendre le cas de Spotify. Spotify a un désavantage concurrentiel de 30%. C'est énorme. C'est énorme 30% quand vous êtes une boîte. C'est un tiers de vos revenus qui ne vont pas dans vos poches. Ouais, C'est le problème, c'est pas qu'ils prennent une part, c'est qu'ils prennent pas cette même part pour tous les services. Voilà. exactement. Exactement, exactement. La mafia, il t'oblige à le soustraire. Apple, tu as le choix de ne pas acheter de produits, de ne pas te servir de leurs apps. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Parce que tu as que 2 systèmes d'exploitation aujourd'hui. Et donc, en fait, en gros, Apple a, en fait, il y a un duopole, mais globalement, il y a tellement de gens sur Apple que ne pas aller sur iOS, c'est sacrifier, c'est se tirer une balle dans le pied. Je vais vous le dire simplement, vous lancez un service aujourd'hui, ça vous viendrait pas à l'esprit d'être que Android. Tu lances un service grand public, enfin, Steven, dis-moi si je me trompe, Non, mais non, mais tu peux pas te passer de la part de marché d'iOS aujourd'hui. Si tu veux te développer et être rentable, c'est impossible. c'est pas moi qui le dis, c'est Steven. Non, mais non, mais c'est logique. Enfin, je comprends que, voilà, enfin, je comprends vos arguments, les gens, mais tu lances un service aujourd'hui, tu peux pas te passer d'Apple. Tu peux pas te passer d'être sur l'App Non. Store. Si Donc, quelqu'un lance un service qui est uniquement sur Android, tu es certain que tu auras quelqu'un qui va lancer un service exactement pareil sur Android et sur iOS, et les utilisateurs iront sur celui-là. Donc, non, il faut être sur les deux. voilà, tout à fait. Bref, on va avancer. Je vois que Macalga n'est pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. On a le droit d'être pas d'accord sur le mug. Aucun problème. Maël, tu Les news dis. photos, tu nous disais, ouais, Ouais, on va si tu avancer veux. sur les news photos. Je vois que vous faites. Ça a fait réagir beaucoup de gens. Mais voilà. Mais, enfin, vous voyez, les gens, vous dites, pour moi, Apple est clairement dans son droit. Si Apple se prend plein de procès pour pratiques anticoncurrentielles, c'est pas anodin. Genre, enfin, voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis, je critique pas ça. Juste, j'essaye de vous donner l'autre côté du truc, quoi. S'ils se prennent autant de problèmes de pratiques anticoncurrentielles, c'est pas pour rien. Vraiment, ça vient pas de nulle part. On va avancer et on va parler de photos. Donc, je te propose Yes. que nous passions à la tartine. Donc, ça va être une tartine photo, ça va être une tartine Steven. Tu vas nous parler un petit peu de tes projets, de ce que tu as envie de faire sur YouTube dans l'année. On va parler de plein de Ouais. choses. Mais avant, on vous parle du sponsor. Le sponsor, c'est Shadow, le PC dans les nuages. Et vous savez que toutes les semaines, vous avez toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner pour tester le service. Pour participer, vous suivez le Twitter @shadow-France. Vous postez un tweet en
disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MugNowTech pour jouer à un jeu, pour utiliser tel logiciel, ça peut être Lightroom, ça peut être n'importe quoi. Et le vendredi, Jérôme annonce le gagnant de la semaine. On passe à la tartine photo, on va parler Nikon, on va parler de Panasonic qui a lancé un nouveau boîtier aussi. Ça va être très très chouette et les personnes qui sont pas très photos, voilà, je pense que si vous voulez vous prendre un café et couper l'émission, vous perdrez pas grand chose parce on va parler photo, on va parler technique photo, à moins que vous vouliez voilà, rester avec nous et profiter un petit peu que Steven soit là. Je pense Ouais, que vous allez apprendre des trucs. Si oui, vous y connaissez pas trop, c'est l'occasion d'apprendre des nouvelles choses c'est aussi. peut-être l'occasion. On va essayer de rester quand même grand public dans notre discours, mais on va utiliser des termes genre 4-2-2, 10 bits, des Oui, trucs ça comme risque ça. de partir un peu. Ouais. Voilà, donc il y a des petits risques. On lance la tartine, c'est parti. Hop là, j'ai mis la mauvaise caméra, les mauvaises habitudes. C'est parti. Donc, Steven, il y a eu 2, même 3 grosses choses qui ont été annoncées. Il y a eu le Nikon Z6 II et le Nikon Z7 II. Il y a eu une vidéo sur Nowtech où Jérôme et Albert, merci, ouais. Albert les ont pris en main, ont pu donner un petit peu les forces et les faiblesses de ces appareils-là. Il y a eu également le Panasonic Lumix BGH1. Je vais montrer des images immédiatement à la caméra. Donc Nikon Z6 II et Z7 II qui en gros ressemblent beaucoup à la première version. Il y a à peine, je crois, 2 mm de différence sur le body. Hein. Donc il y a vraiment pas de grosse différence. Et le Panasonic Lumix BGH1 qui est un appareil intéressant. Tu vois, c'est plus sur celui-là que j'ai envie de me focaliser. C'est plus intéressant à analyser puisque son positionnement est un peu bizarre. Ouais. Et un petit peu différent. Donc, on va passer rapidement sur le Z6 II et Z7 II parce qu'en plus, c'est des appareils qui comment dire, ressemblent un petit peu à ce qu'on a, par exemple, du côté de chez Sony. Hein, on retrouve. Oui, ils n'apportent rien qui n'existe pas ailleurs. Ils l'ont fait à leur sauce, à un prix qui est intéressant. Ouais. Mais c'est des technologies connues, oui. Exactement. Donc, petit récap des différences par rapport aux... Bon, déjà, c'est des appareils photo et qui permettent évidemment de faire de la vidéo. C'est des full frame. Donc, les full frame apportent un plus gros capteur, une profondeur de champ, moi, que je trouve effectivement plus intéressante. Hein. C'est plus agréable de travailler avec du full frame que du micro 4 tiers. Pour les usages que j'en fais, parce que le micro 4 tiers a plein d'avantages et on va le voir justement avec le Panasonic. Qu'est-ce que apportent ces nouvelles versions ? Déjà, un double slot, enfin double emplacement pour les cartes SD, ce qui est une fonctionnalité quand même, toi qui fais beaucoup de photos, on le voit notamment dans des photos de mariage, tu as envie d'avoir une copie de tes photos sur une deuxième carte. Oui, je connais aucun photographe de mariage qui shoot avec un seul port de carte SD. Aujourd'hui, c'est impensable de prendre un tel risque. Ouais. Voilà, exactement, parce qu'une carte SD, ça se pète. Pour peu que tu l'ouvres, le port SD, que la carte, tu la fasses tomber dans la flotte, j'en sais rien. Avoir une copie, c'est absolument essentiel. Donc, comme je te disais, les deux appareils sont 2 mm plus profonds. Bon. Voilà, ça fait pas de grande différence. Par contre, si le fait qu'il soit un tout petit peu plus, profond, ça fait que je crois, c'est ce que disait Jérôme. Hein, confirme-moi, Jérôme, si je dis une bêtise, mais que qu'il y a des accessoires qui sont plus compatibles. Hein, enfin, il y a quelque chose comme ça. D'accord. Bon, voilà. Après, il y a toutes les features de l'ancien Nikon. Hein, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait sur Nowtech là-dessus. Il y a une amélioration au niveau du burst, au niveau de la capture d'image en rafale. En sachant que le Z7 atteint 10 images par seconde en burst et le Z6 atteint 14 images par seconde en burst maintenant. On passe de 9 à 10 et de 12 à 14. Je rappelle quand même, ça peut me paraître pas beaucoup, mais c'est un capteur de 45,7 mégapixels, hein, le Z7, donc c'est énorme. Avoir une telle rafale comme... Avoir un buffer qui tient la route derrière, c'est pas si simple. Ouais, tout à fait. Il y a des nouveaux processeurs sur le Z6 et le Z7 II, donc des processeurs qui s'appellent Expeed 6 et un meilleur autofocus, surtout en basse lumière, hein, qui a été effectivement annoncé. Je regarde un petit peu ce que j'ai surligné. Donc un meilleur autofocus aussi en détection des yeux.
autant pour les humains que pour les animaux, donc c'est quand même assez chouette. On pourra shooter en 4K 60 images par seconde, mais pas tout de suite. Euh, Ouais, la 4K 60 oui, n'est oui. pas disponible, mais elle va arriver très 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 bientôt. En début d'année 2021, ouais. Voilà, et pour des prix que je trouve quand même plutôt intéressants, même très intéressants pour ce genre d'appareil. Alors moi, je suis pas très Nikon, hein, j'ai pas pu shooter avec du Nikon dans ma vie, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire un jour, tu vois, j'aimerais bien tester. On est pour le Z6 II sur du 2200 euros, et oui, on a un double processeur, tout à fait, Pierre-Yves. Hein. Z6 II 2200 euros et Z7 II 3400 euros. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ces appareils, toi, Steven? Quel est ton avis un petit peu là-dessus? Toi, je sais que tu es plutôt plus Sony. Bon, comme moi, on est tous les deux plutôt Ouais, moi Sony. je shoot avec du Sony, mais j'avais testé le premier Z6 il y a presque un an maintenant, Ouais, que, que j'avais beaucoup aimé pour la photo. Ça, il y a absolument rien à redire. C'est d'excellents appareils pour photographes. Surtout maintenant qu'ils ont ajouté le double slot SD ouais, qui clairement. manquait à beaucoup de photographes qui voulaient pas faire le switch à cause de ça. Donc niveau photo, j'ai absolument rien à redire. À ce tarif-là, c'est hyper intéressant et ça conviendra parfaitement à une tonne de monde Ce qu'il faut qui pas n'ont oublier, pas les budgets pour d'autres boîtiers. ouais, ce qu'il faut pas Et oublier, tu vois, c'est tu disais? ouais, l'avantage des Nikon, c'est que ils ont le connecteur. J'ai le mot qui m'échappe là, la fatigue. La monture? La monture, merci, ouais, qui est un peu réduite. Enfin, ils ont des nouvelles optiques, ils ont cette nouvelle connectique qui fait que tu as des objectifs qui ont les mêmes capacités que des objectifs Sony. Ouais. Donc, par exemple, des zooms avec à ouverture 2.8, mais qui sont plus petits, qui ont un gabarit plus réduit. Ouais, ouais, l'encombrement des optiques est intéressante chez Nikon. Pour ceux qui avaient peut-être jeté un œil là-dessus au lancement, c'est vrai que c'était assez peu intéressant parce que ils venaient de se lancer sur le mirrorless et forcément au début le choix d'optique était très très limité. Mhm. Aujourd'hui ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. J'ai vu qu'ils font des nouvelles focales fixes à grande ouverture, ce qu'on n'avait pas au début. Ouais. Donc non, ça commence à devenir réellement bon ce qu'ils font. Après en vidéo, moi je suis un petit peu plus réservé, ça correspond moins à ce que j'ai besoin, Mm. moi, mais encore une fois, quand on met en parallèle le prix que ça coûte, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est vrai que, On tu a vois, pour son argent, clairement. comparé à du Pana, par exemple, je pense que voilà, Pana a l'avantage pour ce genre de prix-là, notamment avec un GH5S ou des choses comme ça. Alors, on n'est pas sur du full frame, on est sur du micro 4 tiers, mais il y a des fonctionnalités qui sont, à mon avis, plus intéressantes pour le prix en vidéo. Par contre, là, en Ouais. photo, Panasonic, pour moi, ils sont un peu plus de côté. Donc, c'est effectivement plutôt un appareil que je recommanderais plus à des photographes. Alors, c'est vraiment un avis personnel, là, hein, voilà. C'est plus effectivement un appareil que je recommanderais à des photographes parce que tu as des choses que tu n'as pas. Par exemple, tu n'as pas le 422 10 bits en interne, donc tu as une plage de couleurs moins étendue en gros. Effectivement, Albert le disait dans sa vidéo, il n'y a pas d'effet waouh dans la fiche technique, donc par exemple, Non, c'est pas t'as pas la montée en ISO monstrueuse que peut avoir un A7S III ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'écran pivotable. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage en 2020 de. dommage, ouais. 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 Tarif 2200 euros pour le Z6 II et 3400 euros pour le Z7 II. Voilà, pour des photographes, par contre, je trouve que ce sont des boîtiers absolument géniaux. Notamment avoir un boîtier à 3400 euros qui te fait du 45,7 mégapixels pour des photos de paysage, avec les optiques qui sortent et qui sont d'excellente qualité, pour du paysage, pour du portrait, pour pouvoir zoomer. Faut pas oublier que l'avantage d'avoir beaucoup de mégapixels avec des boîtiers comme ça, c'est que tu peux cropper dans ton image et garder en fait un bon piqué, enfin une bonne définition d'image, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Et c'est comme si tu avais un zoom x2, ça va faire crisser des dents, mais c'est comme si tu avais un zoom x2 intégré dans ton boîtier nativement parce que tu as plus de mégapixels comparé au Z6, tu vois, du Z7 au Z6, tu as 2 fois plus de mégapixels, donc tu peux aller 2 fois plus loin dans l'image, quoi. C'est ça. C'est un Ouais, c'est petit. sûr que ouais, on peut se dire oui, il y a moins de choses qu'un A7S III ou ce genre de Mhm. choses, mais il est 2 fois moins cher. Ouais. Donc non, ça reste d'excellents boîtiers, soit pour photographe, soit pour vidéaste. Après, forcément, il y a des compromis qui sont faits. C'est comme tous les boîtiers, il faut juste voir si c'est des choses qui sont indispensables pour notre manière de travailler ou si on peut très bien faire avec. Et à ce moment-là, super. Ouais, tout à fait. Jérôme, il dit le gros atout Nikon, la qualité d'image, tant en photo qu'en vidéo. Très peu d'étalonnage à faire, surtout en Oui, couleur carnation. Ouais, tout à fait. c'est vrai.
En plus, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo récemment là d'un gars que j'aime bien, c'est DSLR Vidéo Shooter. Je pense que tu dois connaître aussi, Steven. Ouais, il est chouette ce gars. Et il expliquait un peu comment corriger les couleurs de Sony qui, sur de la vidéo, sont un peu moins intéressantes par défaut euh, que du Nikon, notamment. C'est ça, ouais. Ouais, pour des gens qui soit s'y connaissent pas forcément énormément en traitement en post-production, avoir des couleurs en sortie de boîtier qui sont très bonnes, Mm. c'est un gros avantage. Et pareil, même pour des gens qui comme nous, peut-être, peuvent s'y connaître un peu plus, mais qui ont un rythme de production assez soutenu et qui peuvent pas se permettre de passer des journées à faire de la post-prod. Gagner du temps en ayant une bonne image en sortie de boîtier, ça Ouais, peut aussi être intéressant pour des gens qui s'y connaissent vraiment. Donc, tout à fait. non, c'est très bien ce que fait Nikon là-dessus. Ouais, je trouve qu'ils ont fait une jolie progression et c'est chouette. Donc, je remets un petit peu l'image des deux Nikon et on va passer à Panasonic qui a annoncé un boîtier que je trouve vachement intéressant et notamment très intéressant en ces temps de Covid, de coronavirus, dans ces temps où tu as besoin d'avoir d'une bonne qualité d'image à distance. Donc, je vais revenir Oui. sur notre caméra. Donc, annonce du Lumix BGH1. Une caméra cinéma micro 4 tiers compacte et évolutive. En fait, c'est marrant parce que ils ont pris le GH5S, dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne et tout ça, et ils l'ont foutu dans un boîtier modulaire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, les gens qui font de la vidéo, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir justement l'écran réversible, ils n'ont pas forcément besoin d'un shutter button, enfin tu vois. Ils ont dit, on va faire une caméra qui est vraiment pour la vidéo, très modulaire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur des caméras cinéma comme les RED, les machins, où tu achètes Ouais, un peu les le petites module, webcams, ouais. ouais, t'achètes le module principal. Et ensuite, derrière, tu vas ajouter tes composants, tes machins. Tu veux mettre un écran plus grand, ben, l'avantage, c'est que là, tu n'as qu'un seul petit cube. Ton boîtier, c'est juste un petit cube. Si tu veux mettre un écran au-dessus ou sur le côté ou quoi, tu peux choisir tes composants, tu peux choisir de le modulariser comme tu veux, et c'est effectivement une caméra que je trouve beaucoup plus intéressante, surtout, j'ai envie de dire, presque plus pour du studio que pour de l'extérieur. Qu'est-ce que t'en... Ouais, Mais pour les deux, elle peut être très bien pour les deux aussi, mais je trouve qu'elle est d'autant plus adaptée peut-être pour un studio, notamment qu'elle permet, un truc que je trouvais vachement intéressant, elle permet de synchroniser, tu peux avoir 12 caméras oui, BGH1 synchronisées, c'est dans la news, hein. pilotable à distance avec Ouais, l'appli Panasonic. Ouais. exactement. Donc ça, c'est compatible avec il y a un port Ethernet dessus, donc tu peux connecter en réseau. Donc c'est des features qui sont très 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 professionnelles en fait. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses c'est toi un petit peu de... comme tu disais, ouais, ça va être beaucoup utilisé en studio pour faire du live ou de la captation événementielle. Parce que bon, ces personnes-là n'ont pas du tout besoin des fonctionnalités vidéo. Ils veulent un boîtier qui soit compact, qui soit robuste, qui tienne parfaitement des heures en continu sans surchauffe, sans perte de qualité d'image à force d'enregistrement prolongé. Hum, hum. On voit qu'on a du XLR intégré, donc ou Pour le c'est du micro, SDI, ouais. je sais plus. Non, là Mais il est, oui, il y est pas ici, mais je crois qu'il est de l'autre côté, ou je sais pas exactement. ouais, voilà, et tu disais qu'il y avait un port Ethernet aussi. Ouais, la caméra est alimentée par le port Ethernet. Enfin, c'est tout plein de fonctions qui sont là pour du broadcast. On n'est pas à se préoccuper de tout un tas de problèmes qu'on peut retrouver sur des boîtiers qui sont d'abord pensés pour la photo. Hum, hum. Et donc pour ça, très bien, ça va parfaitement correspondre à ce type d'usage-là. Et pour de l'extérieur, ça peut aussi être intéressant parce que elle est toute petite, toute légère. Les gens vont pouvoir mettre ça comme crash cam à l'intérieur de voitures ou de genre de choses où Oui, on pour a faire besoin des... un minimum de place et quand même d'une qualité solide. Ouais, Et sur des drones aussi, surtout. oui. Parce que voilà, aujourd'hui, monter des raids ou ce genre de choses sur des drones, c'est bien gentil, mais il faut soit des gros porteurs, soit d'excellentes assurances. Oui, tout à fait. Là, ça va ouvrir d'autres possibilités aussi pour les gens qui font du drone en ayant des configurations bien plus légères que ce qu'on avait besoin sur d'autres types de caméras. Exact, ouais, je suis en train de montrer à l'image là effectivement un rig qu'on pourrait avoir Mmh. où tu as juste le petit boîtier, un écran comme ça. Enfin, j'imagine très très bien Karina, Dina, Yanis qui filmeraient comme ça. Et c'est vrai que tu as un peu l'avantage tu perds en fait le superflu d'un boîtier Ouais. quand tu filmes en fait. Enfin, c'est vrai que
autant en photo, c'est agréable d'avoir le boîtier bien pensé, bien ergonomique avec la poignée et tout ça. Autant c'est vrai que quand tu as de la vidéo et que tu veux un truc un peu stabilisé et tout ça, tu auras plutôt tendance à avoir un rig avec des poignées, avec un plus gros écran pour voir un petit peu ce que tu fais, avoir la prise micro. Enfin, tu as tout ce truc-là qui est beaucoup plus intéressant. Alors, juste pour info, le prix c'est 2099 € et j'ai pas vu par contre de notion de prise XLR. Non, 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 Ouais, c'est du SDI que j'ai dû voir dessus. Ouais, ouais, c'est ça, SDI out. Ouais, ouais, pas de. Après, il y aura Ah, l'autofocus Pana. Alors, apparemment, l'autofocus a été amélioré. Bon, ça vaut ce que ça vaut avec du Pana. oui, on l'entend à chaque sortie Panasonic, hein, Et à et, chaque fois, on est et déçu. à chaque fois, on voit le résultat. Ouais. Bon, Mais après, ouais. niveau enregistrement, c'est toujours très très bien, hein. En interne, tu as du 4.2 10 bits, pas du 4.2.2. Par contre, en via HDMI, et je pense que ce boîtier de toute façon va être utilisé comme ça, tu as effectivement du 4.2.2 10 bits hein, avec un enregistreur externe. Ça fait de la 4K, mais de la 4K, de la vraie 4K. Ouais. 4096 x 2160 et non pas 3840, donc c'est de la 4K 16 dixièmes si je dis pas de bêtises. La C'est 4096. du 4096 par 2160, donc 16 neuvième, c'est ouais. 3840 x 2160, donc je pense que ça doit être un cran de plus en Ouais. hauteur, donc c'est à peu près ça, je crois. Bon, bref. Mais en gros, voilà, ça fait de la vraie 4K. On va simplifier comme ça. Compatible HDR, hein, Vlog, etc. pour avoir une plus grande plage dynamique. Donc, c'est vraiment une. Ça peut monter jusqu'à 250 images par seconde en Full HD. Donc, c'est vraiment Ouais. une très très chouette caméra pour j'ai envie de dire, des usages semi-pro, on va dire. Ouais, je sais pas si les pros vont vraiment s'en équiper parce que pour moi, il y a un gros, il y a un gros point noir dessus. C'est qu'ils ils ont pas profité de ce form factor pour ajouter des filtres ND intégrés comme le font tous les constructeurs qui sortent des caméras sous ce form factor-là. Ouais. Qui peut pu être hyper utile pour les gens qui font de l'extérieur, comme on disait. Qui me fait dire que ça va plutôt être utilisé pour de la captation d'événements en intérieur que pour de la prod en extérieur, où elle n'a pas un si grand intérêt que ça à cause de cette absence-là. Bah Je trouve après, ça tu dommage. peux toujours mettre les filtres ND sur l'objectif, mais c'est vrai que c'est pénible. Ouais, mais quitte à avoir ce form factor-là, ça aurait été bien de le proposer parce que tous les autres le font en fait. Donc Ouais. c'est un peu dommage. Bon voilà, mais en tout cas, moi je suis assez agréablement surpris de cette sortie. Et tu vois, Ouais, typiquement, je trouve que c'est le genre de caméra pour tu vois, l'émission Popcorn de Domingo sur Twitch, tu vois à peu près ce qu'ils ont ouais, comme ouais, ouais. prod et tout ça. Bah, c'est vraiment typiquement le genre de caméra que je verrais très bien sur un plateau comme ça. Ah oui, pour tout ce qui est captation d'événements live ou pas live, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus que ça. Pas forcément besoin non plus d'avoir un plus gros capteur Non, pour ce type de captation parce que c'est pas une nécessité pour le type d'image qu'on a besoin de sortir. pour des images en Donc fait télévisuelles, ouais, entre guillemets, voilà, ouais. ouais, t'as pas besoin d'avoir enfin, d'une faible profondeur de champ. Tout est net et c'est très bien quand tu fais voilà, quand tu fais des émissions comme ça. T'as vraiment, vraiment pas Ouais, besoin de flou d'arrière-plan, quoi. ouais, puisque tu disais le fait de pouvoir piloter plusieurs Ouais. caméras, en même temps à distance, encore une fois, pour du live, c'est un gros avantage. Donc ouais, moi je pense qu'elle va plutôt être utilisée dans cette configuration-là plutôt qu'en extérieur où à mon avis les gens vont préférer d'autres solutions. C'est ce que j'estime aussi, mais on verra, hein. Je pense que, à mon avis, c'est pas impossible que Jérôme peut-être mette la main sur ce Lumix, enfin sur ce Panasonic. Ouais. Voilà, on verra un petit peu ce que ça donne, hein, mais on verra. Je sais pas du C'est cool tout. ouais, que Panasonic se diversifie un petit peu et propose ça, c'est toujours bien. Tout à fait. Et écoute, je te propose qu'on passe à la partie questions-réponses Cornfax, et moi je vais voilà, te poser une question, Yes. quels sont les projets, etc. Mais je lance le générique avant, c'est parti. Let's go. Donc Steven, bah moi je suis content qu'on t'ait eu sur le mug là, c'est trop chouette. Et je voulais te demander un petit peu quels étaient tes projets pour fin 2020, début 2021, et même 2021 tout court en fait, Ouais. sur YouTube, dans ta vie pro voilà,
profiteur des Ouais, abonnés, hein, parce que effectivement, tu le sais bien qu'on fait ça que pour l'argent et tout ça. évidemment. Mm. Pourquoi d'autre? Pourquoi d'autre? Ouais. Euh, Ouais, bah, je pense que là, comme un peu tout le monde dans le milieu, là, on s'apprête tous à couvrir toutes les sorties de fin d'année, notamment chez Apple qui a sorti. Ah bon, il y a eu une sortie Oh, Apple? il paraît, j'ai entendu parler vaguement. Ah bon? C'est bizarre ça, j'ai rien vu passer moi. Là, on s'apprête à acheter des valises de nouveaux iPhones parce que maintenant ça sort 4 par 4. Hein. Moi, je suis content parce que comme je suis plus youtubeur, tu vois, je laisse Jérôme gérer ça maintenant. Ah ouais, Vas-y, Jérôme. quel enfer ce truc. Ouais, c'est vraiment. Ça a été un truc qui m'avait fait quitter YouTube d'ailleurs. Enfin, ça avait été un des facteurs, ça Ouais. m'avait cassé les couilles. Ouais, bref. Vas-y, je te laisse continuer. Donc là, ouais, fin d'année hyper chargée parce qu'évidemment tous les constructeurs sortent leur matos le plus important avant les fêtes de fin d'année. Il y a eu OnePlus là, le OnePlus 8T non, qui est sorti. Ouais, il y a le OnePlus, il y a les OnePlus 8T. Je voyais des gens dans le chat tout à l'heure qui disaient aussi que oui, effectivement, un DJI cette nuit là au milieu de la nuit a sorti des nouveaux Ronin S. Ouais, alors j'ai vu la news passer, mais comme on était limite sur le temps, j'ai pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, j'en touchais un mot parce que je les ai justement, je suis en train de les utiliser et il va falloir que j'en parle aussi. Donc ouais, énormément de choses sur cette fin d'année. On va parler de tout ça. Et puis bah, pareil, hein, on va continuer sur 2021 sur la même logique. Pas forcément faire une tonne de vidéos et être constamment dans l'actu, mais essayer de proposer un vrai test, un vrai retour d'expérience un peu plus Hmm. sur la durée, avec toujours une qualité d'image Yes, la petite qualité qui d'image. j'espère, voilà, sera un peu du lot et fait plaisir pour vous qui regardez ça. Ben ouais, le plaisir de l'image, ça je sais qu'il y a des gens qui des fois le comprennent pas forcément, mais il y a une certaine satisfaction à produire des belles vidéos. En plus, on le sait que c'est pas forcément le plus rentable, mais Ah non, voilà, ça on le sait sur Nowtech et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi un positionnement. Et ça, les ah gens bah des oui. fois le captent pas forcément, mais le fait de faire de la belle image et tout ça, on perd un petit peu en retour sur investissement à court terme, mais à long terme, c'est quand même très sympa de revenir même 1 an, 2 ans en Ouais, arrière dans les vidéos et d'avoir une belle image. Tu vois, voilà, c'est dans les détails que tu as les bons produits. Et c'est dans les ouais. détails que tu as les bons youtubeurs, je pense aussi. Et tu vois, c'est même un truc que moi, Bah, j'autocritiquerais un peu sur mon ancienne chaîne, c'est que je faisais pas forcément attention à ça. Et avec du recul, je pense que c'est pas forcément le bon positionnement et la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie à court terme, mais pas à long terme, quoi. exactement. Ça dépend du public qu'on veut avoir. Voilà, ouais, Vraiment. mais tu vois, ouais, voilà, j'avais arrêté parce que juste, ça me convenait plus vraiment Ouais, bah là-dessus. moi, sur la chaîne, je parle de tech parce que j'aime ça, mais ce que j'aime avant tout, c'est l'image. Donc, il y a par exemple, pour te donner un exemple et à ceux qui sont là dans le Mhm. chat, il y a plein de projets vidéo de marques qui me proposent de tester certains produits que je refuse, non pas parce que le produit est pas bon ou va intéresser personne, juste parce que artistiquement et en termes de visuel que je vais pouvoir dessus, il y a rien de foufou en fait. Ça va pas forcément, être intéressant visuellement. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est voilà, moi quand je fais une vidéo sur un produit, il faut aussi que je prenne du plaisir à la faire Mm. et que je puisse faire des choses un peu jolies autour. Bah ouais, Donc, bien ouais. sûr. Il y a MacMalus qui dit c'est clair que les vidéos de Steven sont les plus belles du game. Sincèrement, c'est un véritable plaisir à visionner à chaque fois. Je suis assez d'accord, Merci, hein. merci, Je merci. suis assez d'accord. Jérôme qui dit clairement pas le plus rentable. Ben, encore une fois, je pense que c'est pas le plus rentable à court terme, mais qu'à long terme, ça fait la différence. Bah, Et, j'espère, ouais. et si tu as les moyens d'assurer le long terme, de faire le marathon du long terme, c'est clairement un positionnement plus intéressant. Yves Castel, il dit Steven, ton public est-il différent de celui de Nowtech? Bon, il y a beaucoup de Ou de beaucoup de lien, hein. personnes en commun, hein, j'imagine, parce que, on parle plus ou moins des mêmes sujets avec la même optique derrière, de faire une belle image, de faire une analyse un peu plus poussée qu'une simple lecture de fiche de spec.
Donc oui, il y a beaucoup de personnes en commun, j'imagine, ouais, ouais. Je pense aussi, ouais. Un projet de vidéo avec Al Capote, on dit. J'ai pas la vanne, moi. Non, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis des années. Il y a toujours des petites rêves même dans des très, très anciennes vidéos, donc Mais les alors, gens les gens et la rient. réponse? Un projet de vidéo ou pas? J'attends qu'il me contacte. Il fait Ah, de très beaux clips. ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Est-ce qu'il y a une dernière petite question pour Steven tant qu'on l'a avec nous? Et après, moi, je vais aller à un vrai boulot. C'est vrai, ouais. Bah, moi, je vais aller à mon faux boulot, du coup. Sur Nowtech, j'ai 2 interventions, une sérieuse, une troll, j'aime. On est content que tu sois avec nous alors, MacMalus, ça fait plaisir. Ouais, si vous Euh, avez des questions dans le chat, allez-y, profitez. Il y a Canard. Ah, ça y est, ça arrive un petit peu. Alors, Steven, à quand les vidéos sur les nouveaux iPhone et HomePod? Bah, les nouveaux iPhones, je vais les faire comme chaque année parce que, bah, comme je disais, moi, j'ai un intérêt personnel à le faire parce que j'aime l'iPhone et en plus, j'ai besoin de remplacer le mien qui commence à se faire un peu vieux. Mhm. J'utilise toujours l'iPhone 10 parce qu'il tourne encore très bien Ouais. et que je n'ai pas 1200 balles à foutre là-dedans tous les ans. J'ai pas encore gagné au loto. Donc, ouais, je vais parler des nouveaux iPhones. Ouais, parce que ça, c'est Par un contre, truc. ouais, vas-y. J'ai remarqué, les gens, tu sais, quand tu testes les iPhones, ils ont l'impression que tu l'achètes chaque année. Mais Ah non, moi, c'est pas le cas en fait. Les YouTubeurs tech, non, ils l'achètent pas chaque année. Ils non, non. l'achètent pour le tester, mais en règle générale, tu les revends vite, hein, les téléphones, parce Ah qu'effectivement, oui, c'est ça. Ouais. voilà, enfin ça, il faut bien le comprendre, ouais. Ah bon, je suis comme vous, hein, j'achète ce que j'ai besoin et ce dont j'ai les moyens d'acheter, hein. Donc, non, j'ai pas une collection d'iPhone chez moi. Ouais. Et pour tout ce qui est ouais, AirPods, HomePod, Apple Watch, iPad, tout ça, j'en parlerai pas cette année, je pense. Déjà parce que j'en ai pas besoin. Donc Mhm. je vais plutôt prioriser ce pourquoi j'ai un réel intérêt. Et, et deuxième truc, j'en ai jamais vraiment parlé, mais je vais en profiter pour le faire là. J'en ai un peu marre de faire de la pub à Apple qui en a rien à foutre de nous en fait. Oui, Créateurs sur des influenceurs, ah oui, oui, ça, clairement. Donc ouais, voilà, ça fait presque maintenant 10 ans que que je fais des vidéos sur leurs produits. À chaque fois que je fais un test, ça sort un mois après tout le monde. C'est le test qui fait le plus de vues. Le service marketing d'Apple, je crois pas qu'il soit complètement idiot, donc ils savent très bien que j'existe et qu'on existe. Ils n'ont pas envie de bosser avec nous, je vais pas non plus me forcer pour leur faire de la pub sur tous leurs produits, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre, ouais. Ouais, Tchac, 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 tchac. Est-ce que Steven vient de YouTube? Oui, oui, Steven, il a une chaîne YouTube, ouais, il vient de là. ouais, 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 Euh, je fais des vidéos tech. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos sur le Mac Pro? Non, je pense pas. Non, T'as déjà bien j'ai charbonné sur le Mac Pro, hein? comment? T'as bien charbonné sur le Mac Pro, toi, hein, déjà, hein, t'as Ouais, bien. c'était compliqué ça, parce que je voulais vraiment que ce type de contenu existe en France. Parce que bon, on dit toujours, ouais, les Américains font ci, les Américains font ça, mais ah oui, forcément, si personne le fait en Ouais, France, ouais, ça ouais. bouge pas. Donc non, je pense pas que j'en referai d'autres. J'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire dessus. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire sa config le plus intelligemment possible en choisissant les bons composants en fonction de si on est bah, photographe, vidéaste, musicien, programmeur, parce on n'a pas les mêmes besoins. Et j'ai fait une seconde vidéo, un retour d'expérience dessus, un vrai test pour expliquer bah, un peu ce qu'il a dans le ventre et ses points faibles, points forts. Hmm. Non, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à dire dessus. Il y a Chris Jazz, en fait, j'ai mal lu sa question. Je pensais qu'il avait pas fini d'écrire le mot vient. En fait, il a dit, est-ce que Steven vit de YouTube? Ah oui, oui. Ah oui, je vis grassement de YouTube, je croule sous l'argent. Il Non, non, gagne 50 000 par mois minimum, quoi. après les gens vont clipper ça va finir je ne sais où. Non, non. Non, j'ai fait, bah, ouais, comme je disais, j'ai commencé des vidéos il y a 10 ans, quand ça s'appelait même pas YouTube, ça s'appelait Google Vidéo, qui avait pas d'argent, il y avait rien du tout, et je faisais ça en parallèle de mes études, après en parallèle de mon autre boulot que j'avais avant. Hmm. Et là, ça fait 3 ans, un peu plus, que je suis à plein temps sur YouTube et que ça marche bien. Donc on continue comme ça. Voilà. Dernière question de Manon, et après on va arrêter là. Comment tu ressens le passage à ARM pour Apple? Comment tu le vois?
Est-ce que stratégie qui va être payante? Est-ce que... Bah, techniquement, en termes de résultats, j'ai assez peu de doutes sur ce que ça va faire. Mhm. Vu la puissance qu'ils arrivent à délivrer sur les iPhones et sur les iPads, on voit que quand un comment? Quand une boîte comme Google comme Apple, ouais. Apple Mm. est à l'origine du hardware et du software, ça donne des résultats qui sont absolument géniaux en termes de performance, C'est vrai. d'autonomie et tout ce qu'on peut espérer à ce niveau-là. Donc je pense que ça va être très, très intéressant quand ça va sortir. Après, il va y avoir une période de transition qui va, je pense, quand même être assez longue pour que tous les développeurs, adaptent leur programme à la nouvelle architecture. Parce que si les programmes principaux, ça devrait aller assez vite, il y a quand même plein de petits softs dont on a Ouais. besoin, tous les jours, qui eux ont pas les mêmes moyens que des Apple, que des Adobe ou ce genre de Mm, choses. mm, mm. Et, et ça va prendre du temps. Ouais, Mais le résultat devrait être super, c'est sur les je pense. petits logiciels, les petits trucs comme ça où ça effectivement, ça peut faire assez mal, hein. Il y a plein de petits logiciels que moi sur, bon là j'ai plus de Mac, mais enfin j'utilise pas de Mac, mais en gros que tu laisses en tâche de fond et que Ouais, tu laisses tourner. Et cela effectivement, si tu as un nouveau Mac ARM, je suis pas convaincu et ouais, tu vas être obligé d'avoir du tout en mode natif macOS et pas pas avoir tout des de suite. petits. Et j'ai peur que ça soit un peu relou. Steven, C'est ça, on va se laisser là. Merci d'avoir été c'est présent. impeccable. Merci à la chatroom, vous avez été adorable malgré le fait on n'ait pas forcément été trop d'accord sur le sujet Apple, hein. J'ai Ouais, vu, forcément, hein. non, mais c'est pas grave, j'accepte totalement comment dire, enfin voilà, chacun son avis, chacun son opinion. J'ai donné la mienne et Jérôme dirait, est-ce que Jérôme t'a expliqué la théorie du caca de singe? Non, Oh, il faudrait qu'il te dit comme ça, j'ai peur, vas-y. Non, non, bah, il te l'explique. Et je te laisse le suspense. Jérôme, D'accord, OK. tu lui expliqueras. C'est très rigolo. Mais en tout cas, ouais, non, merci d'avoir participé dans la chatroom. Merci pour effectivement vos avis. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas s'entendre. Et j'ai même envie de dire, c'est un truc qu'on le voit avec les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, c'est sain de pas être tout le temps d'accord en fait sur les sujets. Bon, ce serait chiant si tu parles qu'à des gens qui sont convaincus comme toi, Et ben ouais, pourtant, c'est ce qui se passe dans les bulles des réseaux sociaux, hein. Mais bon, voilà, un peu. oui, c'est comme ça. Canard à trois pattes, écoute, t'es là, voilà, je te lis ta question, t'as vraiment de la chance parce que sinon j'allais partir. En rapport avec ta vidéo sur le XPS 13, as-tu réinstallé Max Audio Pro car sur mon XPS 15, j'ai été obligé de pouvoir me servir pour pouvoir m'en servir avec des écouteurs sans fil. Non, j'avais trouvé une bidouille, ça marchait, mais envoie-moi un message sur Twitter, Canard à trois pattes, on va regarder ça. Merci à tous, Steven, à la prochaine et j'espère te retrouver dans le mug ou dans l'émission photo du lundi, comme tu le Ouais, sens. on se refera quelque chose ensemble, c'est cool ce petit Et format comme ça. peut-être un live gravier jeu vidéo avec toi aussi. Faudrait qu'on Ouais, organise OK. un Among Us avec les youtubeurs tech, ça serait marrant. En vrai, Ouais, ouais, ouais. ça serait rigolo. Faut que j'organise ça, je suis assez chaud pour le faire, donc faut que je me motive. Il y en a certains que j'ai envie de découper, donc ça tombe bien. Ouais, Comment lancer un drama de dernière minute. exactement. Allez, putain, en vrai, ça me fait penser, il y a des situations qui vont être incroyables, genre Léo Duff qui coupe Jojol, ça serait... Ah bah, Ah, ça serait incroyable. Oui, on balance du drama. Non, mais en vrai, ils sont très bien coup de maintenant, les poignard deux. dans le dos, Mais au sport, il y a eu toute une période, il y a quelques années, où ils étaient un peu en froid. Et j'imagine très bien le truc où l'un bute l'autre dans le jeu. Ça serait très rigolo, je pense. Bon, allez, bisous tout le monde. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. ciao tout le monde.